Bonsoir à toutes et tous, heureuse de vous retrouver dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, 3 mois après le déclenchement de l'offensive américano-israélienne contre l'ayatollah Khamenei, qui avait décapité le régime iranien mais consolidé la dictature militaire, c'est l'espoir côté gouvernement trumpien de boucler un protocole d'accord de paix avec Téhéran afin d'obtenir entre autres le déblocage du détroit d'Ormuz. There's a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. Donald Trump est-il sous pression, celle de Benjamin Netanyahou en Israël et celle des Républicains aux États-Unis, à moins de 6 mois des élections de mi-mandat? Par ailleurs, la population iranienne est-elle la grande oubliée, la grande sacrifiée? On en débattra ce soir et puis on vous retrouvera, Marie Bonisso et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Là qui fait chaud, Isabelle. Qui m'appelle Isabelle, il a chaud. Un nombre de départements en vigilance jaune, voire orange, jamais atteint en cette période de l'année. Et le soleil brûle, l'occasion d'une histoire de la crème solaire. Ah, ça c'est bienvenu. Et vous, Marie? Moi, je vais parler catalan ce soir. Enfin, je vais essayer pour vous raconter la Maria. guerre. Presque, ouais, ça va être une cata. Mais je vais vous raconter la guerre menée par la mairie de Barcelone contre les platanes. Allons bon, Dieu Ils me vont tripote. disparaître. À tout à l'heure. Et pour commencer, ma vie entière est au bout de ma dague. Dans 2 jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. Ces mots, vous les connaissez, ce sont ceux de Lorenzaccio, héros tyrannicide dans la pièce d'Alfred de Musset. Mais le saviez-vous, cette pièce doit tout à Madame George Sand, qui avait écrit sur la conspiration de Lorenzo de Médicis en 1831 et qui avait donné son texte à Alfred. Le metteur en scène David Bobet a tissé les 2 œuvres pour son remarquable Lorenzaccio présenté en ce moment au Théâtre du Nord à Lille. On le retrouve tout de suite. Ah non, ce n'est pas du gin, vous pouvez boire, David Bobet, c'est de l'eau fraîche, du robinet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Adan Diaye Bonsoir. et Benjamin Bonsoir. Sportouche, metteur en scène et directeur du Théâtre du Nord à Lille. En ce moment, l'on peut y voir Lorenzaccio. On va revenir sur la configuration très particulière du texte qui doit beaucoup à Musset et aussi à la Baronne du Devant. On va en parler dans un instant, mais je crois que vous avez monté un Hamlet en 2010. Or, Musset était fou du Hamlet de Shakespeare. Il y a une merveilleuse boucle qui se boucle. Oui, absolument. Musset, comme beaucoup des romantiques, ont été très inspirés par Shakespeare. Et c'est vrai que quand George Sand lui confie son manuscrit inachevé, une conspiration en 1537, qui raconte l'épisode de Lorenzo de Médicis et de cet échec à la résistance face à la tyrannie du duc Alexandre, eh bien, il y amène sa grande littérature, son romantisme, son inspiration et donc sa shakespearienne. mémoire shakespearienne autour d'Hamlet. Bon, on en parle dans un instant, mais d'abord votre profil idéal réalisé par Gaël Legras, David Bobet. David Bobet, avec Lorenzaccio au Théâtre du Nord, vous souhaitez questionner notre capacité à agir face à la tyrannie. Les problématiques de cette tragédie écrite en 1834 peuvent-elles résonner avec notre époque contemporaine? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. À l'âge de 21 ans, dans la ville de Caen, vous montez votre premier spectacle intitulé « Je t'abîme ». J'ai peur, c'est cette putain de peur qui me fait avancer. PD, connard, enculé! Un peu plus de romantisme, s'il vous plaît. À l'époque, vous sortez d'une formation en cinéma à l'université et vous plongez dans le théâtre. J'ai appris mon métier en tombant amoureux d'un groupe d'acteurs. J'ai commencé à travailler sans vocabulaire ni technique théâtrale. Comment on arrive justement à accéder à la reconnaissance en quelque sorte? En persistant, en insistant. On existe, en téléphonant, en relançant. Entre 2003 et 2007, vous proposez une trilogie qui interroge la place des trentenaires dans la société. Ce qu'il y a de plus important, c'est de vendre des conneries et d'acheter des conneries. Des spectacles créés avec votre compagnie Rictus. Rictus parce que c'est le regard qu'on peut porter sur le monde, un regard un peu amusé, plutôt quelquefois quelque chose qui peut ressembler à une grimace, quoi. Toujours politique. Si demain, on doit s'identifier à Brice Hortefeux ou à Besson, alors plutôt choisir l'exil ou la mort. Vos pièces mélangent différentes expressions artistiques, acrobatie, danse, cirque, différentes cultures, comme dans votre Lucrèce Borgia avec Béatrice Dalle. Il me semble important que le théâtre puisse s'adresser à tout le monde et donc du coup de défendre un art qui représente et qui nomme et qui redonne du récit à des populations qui sont souvent ignorées, souvent humiliées.
Aujourd'hui, avec Lorenza Chio, vous alertez sur les dangers qui nous menacent. Parle-moi, j'ai peur. J'ai peur de ce sang, de cet homme. J'ai peur de toi aussi. Et vous précisez, face à la terreur, que pouvons-nous malgré la peur et le sentiment d'impuissance? Alors, Impressionnant de se voir à cet âge-là. c'est vous, mais oui, jeune et faible. Lorenza Chio, donc en ce moment au Théâtre du Nord de Lille. On reprend quand même le contexte qui explique pourquoi George Sand écrit La conspiration de 1537. On est juste après 1830, les Trois Glorieuses, et quelque chose qui s'est produit, une ordonnance de Charles X qui voulait mettre fin à la liberté de la presse et qui a précipité les gens dans les rues, ça a été réprimé dans le sang. Et après, il y a eu Louis-Philippe. Mais là, il y a quelque chose qui a indigné George Sand, qui du coup a écrit une pièce sur la tyrannie. C'est ça, elle va chercher dans les chroniques de Varchi, donc voilà une histoire. Elle va chercher ce personnage-là. Elle voit dans cet épisode une grande déception politique qui peut venir éclairer son époque. Et aujourd'hui, évidemment, je me sers de cette Florence du XVIe siècle et du XIXe politique de George Sand comme un espèce de miroir tendu vers notre propre sentiment d'impuissance. Vous, l'envie de monter, ça a été au moment de la dissolution ? Oui, au XXIe siècle, on revient au XXIe. Exactement, à l'entre-deux tours des élections, des élections législatives, absolument. Lorsque le pire de notre humanité risquait d'arriver au pouvoir et où je trouvais qu'on manquait peut-être un peu d'actes, qu'on avait beaucoup de mots et peu d'actes, et c'est exactement le sujet de la pièce. C'est-à-dire que c'est une pièce qui met en scène l'impuissance des peuples à se fédérer et à lutter, parce que toute tentative est réprimée par le bras armé d'États autoritaires et violents, qui met en scène l'inertie des puissants qui refusent de quitter leurs privilèges individuels pour le bien commun. La difficulté des valeurs, de nos valeurs républicaines et démocratiques à résister à la violence politique. Oui. Et puis, il y a ce geste, le pari de Lorenza Chio, l'acte individuel. Mais la question fondamentale, comment lutter contre la tyrannie sans tomber dans le geste sanglant et sans tomber dans le sang, sans verser le sang? C'est une vraie question qui nous occupe tous. C'est bien là que George Sand, puis Musset, nous présente là une tragédie politique, puisqu'évidemment cet acte individuel a à voir avec les méthodes de ce qu'elle cherche à combattre. Donc de toute façon, il y a un échec politique. Et comme toute tragédie, ça nous montre une fin terrible pour peut-être nous appeler à inventer d'autres chemins. Oui, vous nous trouvez apathiques, nous, les Français. Vous montrez des images de manifestations violentes, notamment des Gilets jaunes. Ça veut dire quand même qu'il y a une contestation réelle. Oui, mais dans les rues de Florence, dépeints par Musset et Sand, les jeunes manifestent, les étudiants manifestent, les intellectuels manifestent, et l'armée d'Alexandre de Médicis vient réprimer ça violemment. Donc il y a un parallèle qui est... Il y a une répression policière aussi que vous dénoncez, y compris en France. Y compris en France, bien sûr, oui. David Bobet, vous évoquez les punchlines de Musset quand vous vous êtes remémoré la manière dont Sand a écrit un texte relativement lapidaire, et puis alors lui, évidemment, a nourri ça. Et parmi les punchlines, j'étais une machine à meurtre, mais à un meurtre seulement, c'en est une. C'est admirable, non? C'est vraiment très très beau. En fait, je vais chercher dans les deux textes. Chez George Sand, il y a quelque chose, parce que c'est un texte qui est inachevé, et de son propre aveu, il y a quelque chose dans la narration qui est très droit et très politique. Elle, la femme de gauche, la révolutionnaire femme déçue. Libérée, femme libre. Et puis il y a chez Musset toute cette espèce de romantisme littéraire, où parfois un peu trop, puisqu'il a écrit pour être lu dans un fauteuil et non pas pour être monté sur scène, parfois un peu trop. Donc le mélange des deux textes, à la fois est un espèce de respect aux deux textes d'origine, mais à la fois une belle impertinence qui nous offre une variation inédite. Matrimoniale, comme vous dites. Absolument. David Bobet, on va évoquer avec vous et avec Anna le fait que dans votre théâtre, Théâtre du Nord à Lille, 10 ans après le projet Premier Acte, il y a de plus en plus de comédiens noirs, arabes, asiatiques sur les planches, sur vos planches. De 2015 à 2019, des jeunes issus des quartiers populaires passionnés de théâtre ont eu l'opportunité d'assister gratuitement à des masterclass de grands professionnels du théâtre et du Festival d'Avignon. Ce programme s'appelait Premier Acte et l'objectif de Stanislas Nordet, qui était le directeur artistique de ce programme, mais aussi le directeur du théâtre de Strasbourg, c'était de répondre au manque de diversité sur les planches en offrant à ces jeunes l'opportunité d'intégrer les écoles supérieures d'art dramatique. 10 ans plus tard, sur les 82 anciens stagiaires, une cinquantaine arrivent à en vivre. Parmi eux, Sephora Pondy, qui est devenue pensionnaire de la Comédie Française en 2021 et qui a été nommée aux Molières cette année. Et puis aussi Océane Kairati, repérée à Avignon en 2021 dans La Cerisée de Tchekhov, aux côtés d'Isabelle Huppert. Alors vous avez cofondé
fondé le collectif Décoloniser les arts. Est-ce que vous pensez qu'en termes de diversité au théâtre, on avance ou ce n'est pas suffisant ? Les deux. On avance, bien sûr qu'on voit sur les plateaux de France une diversité qui est qui correspond davantage à la diversité de la population française, heureusement, mais la question n'est pas résolue. Dans quel type de rôle je dirais, une personne sur un plateau composé d'une multitude d'acteurs et d'actrices perçus comme blancs, est-ce que cela peut suffire ? Comment faire en sorte que les personnes qui se battent, les concernés, qui se battent depuis des années pour exister sur les plateaux de télévision, de cinéma, d'opéra, de théâtre, de danse, on puisse leur accorder des moyens de production pour faire naître leurs propres récits, leurs propres esthétiques, pour s'intégrer à nos récits multiples. Là sont les questions qui sont importantes, brûlantes. Est-ce que simplement ouvrir les portes de la culture publique à la diversité nous garantit que ces personnes vont y entrer sans violence ? Il y a peut-être aussi une forme de formation aussi contre le racisme. Il ne suffit pas d'ouvrir les écoles, par exemple, à la diversité, pour que les élèves qui y rentrent soient exempts du racisme, des micro-agressions, ou pire, des assignations liées à la couleur de la peau. Alors certains disent David Bobet, c'est un peu le metteur en scène, un peu woke. Il montre Lorenzaccio en robe, par exemple. On le voit dans votre pièce. Qu'est-ce que vous dites, vous assumez ? Disons que dans le texte de Musset, il est assez clair que l'orientation sexuelle du personnage principal, elle est assez clairement définie. Tous les grands spécialistes de Musset s'y accorderont. Qu'est-ce que j'aurais à dire à ça ? C'est que le camp réactionnaire manque de vocabulaire. Dès lors que l'on défend l'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors que l'on se bagarre contre le racisme, dès lors que l'on réfléchit à une société plus accessible pour les personnes en situation de handicap, je crois que c'est ce même vocable qui arrive directement capté des lèvres de Trump pour en fait qualifier ce qui s'est toujours appelé le progressisme, qu'ils ont toujours appelé à un moment l'islamo-gauchisme, que sais-je. Et rappelons que Sarah Bernard a joué, une femme a joué un homme, c'était en 1896 à Paris. Ouverture aux malvoyants, aux non-voyants, aux malentendants. Vous avez un acteur, il s'appelle Jules Turlet, il est sourd, muet, il joue. C'est merveilleux. Ça a été vraiment une volonté. Là, c'est un volontarisme de votre part. De la même manière que audio-description, les malvoyants peuvent venir assister à Lorenzaccio, si ce n'est voir la pièce. C'est une chose qui est vraiment un marqueur fort du Théâtre du Nord. C'est à ma connaissance le premier théâtre, premier, en tout cas. 100% accessible. C'est-à-dire que chacun des spectacles qui est produit fait l'objet d'une mise en accessibilité pour, à minima, un des champs du handicap. Mais souvent davantage. Là, il y en a deux. Et celle-ci, du coup. Malvoyance et... Oui, absolument. Et donc, j'ai rencontré dans ma carrière Jules Turlet. Il était avec Joe Starr et moi sur la création de Black Label. Il était un des interprètes. Il interprète tout le spectacle en chant-signe. Et c'était fabuleux. Et là, je l'ai invité à venir incarner un rôle, un personnage de cette pièce. C'est pas une démarche d'accessibilité, ça. C'est juste une démarche de banalisation du handicap et de la représentation de notre diversité dans nos scènes publiques. C'est aussi bête que ça. Et donc c'est assez fabuleux, bien sûr. Le chant des signes. Ouais, le chant-signe. Et puis l'accessibilité sur cette pièce, elle se fera autrement. Parce que je dirige le Théâtre du Nord, c'est un lieu de création. Donc là, l'accessibilité, j'essaie de la penser depuis l'endroit de la production. C'est-à-dire qu'on a acheté des lunettes connectées qui vont projeter des acteurs et des actrices qui vont signer l'intégralité de la pièce. Là, ce sera l'accessibilité. Ça sera pour la prochaine. Et ça, on va les avoir avec nous, ce qui fait que toute la tournée, toutes les dates, 100% des dates vont être accessibles. C'est formidable. Vous me servez le mot tournée sur un plateau, ça tombe bien, un plateau de théâtre, cher David Bobet, donc vous serez en tournée. Alors la pièce est jusqu'au 5 juin à Lille, au Théâtre du Nord, Lorenzaccio, avec le remarquable Monsieur Bach. Et tournée en novembre 2026 jusqu'en mai 2027, Bourges en novembre, Sainte-Maxime en décembre, et Montreuil. Vous n'avez pas voulu... Voilà, pas à Paris intramuros, à Montreuil en 2027. À Montreuil, un mois, une invitation dans ce merveilleux CDN qui est Montreuil, un mois de représentation de cette Un mois de rêve pour Lorenzaccio, on y sera tous. Merci d'être venu dans l'émission, David Bobet. Et on passe à notre débat sur la perspective de signature, rien à voir, d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Depuis 3 mois, Donald Trump souffle le chaud et le froid. A-t-il encore les cartes en main ? Le régime de Téhéran sort-il renforcé ? On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez.
et son contraire. Depuis 3 mois, Donald Trump souffle le chaud et le froid. Un jour, il promet de pulvériser l'Iran. Because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night. Un autre, il se félicite d'avoir forcé les Iraniens à négocier. They want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. Cette fois, Donald Trump semble pressé d'en finir. Sur ses réseaux sociaux, il a publié cette carte de l'Iran aux couleurs des États-Unis et ce message ce matin. Soit l'accord avec l'Iran sera un accord excellent et significatif, soit il n'y aura pas d'accord. Entre menaces et mains tendues, le président américain veut passer à autre chose. Dans moins de 3 semaines, il accueillera la Coupe du monde de football. De quoi redorer son blason, alors que la guerre contre l'Iran devient de plus en plus impopulaire aux États-Unis. Mais Donald Trump doit composer avec la pression exercée par les faucons du camp républicain qui remettent en cause l'accord négocié par la Maison-Blanche. Donald Trump devrait continuer à faire respecter les lignes rouges qu'il a lui-même tracées, à savoir la capitulation sans condition du régime iranien. Le Premier ministre israélien qui a attaqué l'Iran le 28 février dernier aux côtés des États-Unis pour faire tomber le régime des Mollahs a lui aussi mis la pression sur Donald Trump sur la question du nucléaire. Ma politique, comme celle du président Trump, reste la même. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Alors sur quel point l'Iran, les États-Unis et Israël peuvent-ils vraiment tomber d'accord? Le régime des Mollahs va-t-il sortir renforcé de cette guerre face à l'impatience de Donald Trump? Sur fond de répression et d'économie exsangue, la population iranienne est-elle déjà la grande oubliée de ce conflit? Nos 3 invités pour ce débat, Aïda Tavakoli, bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Nous sommes tous des étudiants iraniens. Je le dis en français, le nom de l'association est anglais. Vous êtes franco-iranienne et vous considérez que les États-Unis et l'Iran ont tout intérêt à parvenir rapidement à un accord, mais aucun des 2 camps ne semble prêt à céder. Et vous ajoutez qu'il ne faut pas oublier l'immense fragilité du régime iranien qui a perdu une grande partie de sa légitimité auprès de sa population. On en parlera évidemment avec vous tout à l'heure. À côté de vous, Karim-Émile Bittard, bonsoir. Professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, vous êtes spécialiste du Proche-Orient. Vous enseignez aussi à Sciences Po, Paris. Et j'ajoute que vous avez la triple nationalité française, libanaise et canadienne. Et vous considérez que la liberté et la démocratie en Iran sont très loin d'être les priorités de Donald Trump. Plus personne aujourd'hui ne parle de libérer le peuple iranien, comme ça avait été le cas il y a quelques mois. Peuple qui subit des exécutions quasi quotidienne. Et à côté de vous, Florian Louis, bonsoir, historien des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent, dernier essai 1904, Genèse du XXIe siècle, aux presses universitaires de France, au PUF. Selon vous, Florian Louis, avec ce conflit, c'est le triomphe du chacun pour soi. Les pays de la région, Moyen-Orient donc, se sont rendus compte que même une alliance avec les États-Unis ou l'Iran ne protège pas, ce qui promet des recompositions et énormément de déstabilisation régionale, si ce n'est globale. Et on démarre avec le chiffre du jour. Oui, le premier cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran remonte donc désormais à 47 jours. 47 jours de menaces et de blocages de part et d'autre. On a cru hier à un accord de paix ou tout au moins une prolongation du cessez-le-feu, ni guerre ni paix. Alors Florian Louis, qu'est-ce qui se passe? Trump hésite vraiment encore à signer? Il hésite entre la guerre et un accord de paix? Disons que Trump, de toute évidence, a très envie de finir avec cette guerre dans laquelle il s'est enlisé et qui est en train de peu à peu glisser vers quelque chose qui pourrait être très dommageable pour lui, notamment sur le plan intérieur électoral. Donc on voit bien qu'il veut à tout prix sortir de cette guerre, quitte à faire ça dans la précipitation, et que ce faisant, il donne en même temps des bonnes raisons aux Iraniens de faire la fine bouche, de prendre leur temps, puisque eux, finalement, sont aussi pressés. Mais ils voient bien qu'ils ont là un atout. Et donc, on voit Trump qui, d'un côté, essaie d'aller vite vers la paix, mais qui est retenu tout de même par le fait qu'il faut quand même sauver la face. Il faut quand même que cette paix puisse être vendue comme une victoire, même si elle n'en sera jamais vraiment une. Et donc, c'est ce qui explique cette valse hésitation à laquelle on assiste ces derniers jours. Karim-Émile Bittard, il y a aussi le rôle des Israéliens. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'ils poussent vraiment à une reprise des frappes? Ils ont été en tout cas irrités de ne pas avoir été consultés dans l'accord du cessez-le-feu. C'était probablement de la part de Trump une volonté de faire oublier qu'il y a 3 mois, il avait écouté les conseils de Netanyahou plutôt que ceux de J.D. Vance, son vice-président Marco Rubio qui était hostile, le patron de la CIA.
Israël a déjà fait savoir qu'elle souhaitait continuer ses frappes et son occupation du sud Liban, même si un accord devait avoir lieu en Iran. Sur l'Iran, il souhaiterait bien évidemment que ça continue, qu'on essaie de faire tomber le régime iranien, mais je pense que Trump et les Américains ont tourné cette page-là, ils sont devenus un peu plus réalistes. Aïda Tavakoli, comment la valse hésitation, si on peut qualifier ça de cette façon, l'attitude de Donald Trump, comment est-elle perçue en Iran, d'après ce que vous disent vos proches et les gens avec qui vous réussissez à communiquer? Merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'on entend très peu parler de la société civile iranienne. Or, c'est 90 millions de personnes. Et ce n'est pas juste une question humanitaire, en fait. 90 millions de personnes, c'est aussi une économie, évidemment, une immense puissance dans la région. C'est la population de très loin la plus instruite du Moyen-Orient. On parle beaucoup de cette population oubliée, cette population qui est victime de cette guerre. On ne parle pas de sa puissance politique, on ne parle pas du rôle politique qu'elle pourrait jouer dans cette résolution de conflits, dans la résolution de tous les conflits dans le Moyen-Orient, en réalité, puisque, en fait, cette population iranienne, elle nous a coupé le souffle à plusieurs reprises par son courage immense en se dressant contre ce régime islamique au prix de sa vie. Et la répression de ce régime islamique aujourd'hui a atteint des sommets. C'est-à-dire que la Fondation Boujoumad a quand même documenté plus de 600 pendaisons depuis juste le début de l'année 2026. On parle de 2159 exécutions documentées par Amnesty pour l'année 2025, ce qui place l'Iran comme à la première place, quand même, des pays qui exécutent en termes de proportion avec la population. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une situation pour la population iranienne où c'est un étouffement, ils suffoquent, ils ne savent pas s'ils vont être capables de subvenir à leurs besoins économiquement, ne serait-ce que la semaine prochaine. Et ils voient que leur résistance a été instrumentalisée dans ce conflit et qu'elle est complètement absente de la résolution. Aïda Tavakoli, puisque vous évoquez les difficultés économiques vécues par les Iraniens, on fait le point avec vous trois et avec Anna sur le bilan de leur vie quotidienne, si difficile. Oui, depuis le début du conflit, les indicateurs économiques décrochent. D'abord le chômage, les frappes américaines et israéliennes ont profondément touché le tissu industriel et toutes les infrastructures. Résultat, en 3 mois, plus de 2 millions de personnes ont perdu leur emploi, selon le ministère du Travail iranien, sur un total estimé de 25 millions d'actifs. Un quotidien économique iranien parle même d'un tsunami de licenciements et tous les secteurs sont touchés. À cela vient s'ajouter une inflation galopante, 67% à la mi-avril, qui dépasse même les 100% sur certains produits alimentaires. Les prix de la viande, du lait, du riz, des œufs ont explosé ces derniers mois. Le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, estime qu'au Moyen-Orient, 4 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté si la guerre se poursuit. Face à cette situation, le gouvernement a dû prendre des mesures, augmentation des salaires des fonctionnaires, distribution de bons d'achat pour les produits de première nécessité et rationnement de l'essence. Il a aussi appelé les Iraniens à faire preuve de frugalité dans leurs dépenses. Et puis, dernier point, la monnaie qui se déprécie dangereusement depuis la guerre des 12 jours au mois de juin 2025. Le mois dernier, elle a même atteint son plus bas niveau depuis la révolution islamique de 1979. Aïda Tavakoli, vous avez commencé à en parler, mais comment vos proches vivent spécifiquement cette situation économique en Iran ? Écoutez, je vais vous donner un chiffre assez simple. Si on imagine qu'un conducteur de taxi gagne 1 000 € par mois, s'il souhaite, et ce qui est considéré comme un très bon salaire au vu du salaire moyen en Iran, eh bien, s'il souhaite changer ne serait-ce que son huile de moteur, une fois dans le mois, c'est 250 €. C'est l'équivalent de 250 €. C'est un quart de son salaire. S'il veut le faire 2 fois, c'est la moitié de son salaire qui part. Et évidemment, on ne compte pas le loyer, les enfants, la nourriture, les déplacements. Donc, c'est une situation elle est inimaginable, en fait, pour nous ici. C'est comme si on achetait notre paquet de pain à 25 €. C'est une inflation qui explose aujourd'hui, c'est plus de 69%. Vous avez cité le chiffre du mois d'avril, mais le dernier, c'est 69%. Elle ne fait que galoper. Et quand même, ce qui s'est passé au mois de décembre 2025, quand les manifestations ont commencé, c'est parce que les bazaris, qui sont quand même un nerf économique essentiel de l'Iran, se sont mis en grève. Parce que les commerçants du bazar se sont mis en grève parce que, en fait, le temps de vendre
leurs produits. L'achat du produit avait tellement explosé qu'ils vendaient à perte. Donc c'est plus possible de tenir économiquement dans ce pays. Karim Emi Bitar, et pendant ce temps, les dirigeants, les mollahs, ont renforcé quelque part leur pouvoir. Vous direz qu'ils ont trouvé dans le détroit d'Ormuz, par exemple, un levier diplomatique plus fort encore que le levier militaire qu'ils pensaient avoir jusque-là? C'est essentiellement les gardiens de la révolution qui sont aux commandes, qui sont en train, à mon avis, de succomber à l'hubris et de pousser un peu trop loin leur avantage, en tentant notamment de monétiser le détroit d'Ormuz, tantôt en présentant ça comme des réparations pour les pertes qu'ils ont subies, estimées à 270 milliards de dollars. Depuis 3 mois, les pertes qu'ils ont subies depuis 3 mois. Absolument. Mais c'est quelque chose qui serait inacceptable par les États-Unis et inacceptable par les pays du Golfe, y compris ceux qui n'étaient pas forcément en faveur de cette guerre. Et même la Chine. Même la Chine ne verrait pas d'un très bon œil. Et ce serait bien évidemment contraire au droit maritime international, à la Convention de Montego Bay. Mais ils estiment qu'en l'absence d'armes nucléaires, c'est l'arme fatale pour faire du chantage, pour montrer qu'ils ont encore une capacité de dissuasion. Florian Louis, est-ce qu'on y voit un peu plus clair dans ce que voulait faire Donald Trump? Le New York Times disait récemment que Trump voulait pousser un coup d'État pour remettre au pouvoir Ahmadinejad, le président ultra-conservateur iranien. Est-ce que ça, c'était vraiment une option envisagée? Et pourquoi? Alors, c'est très difficile, évidemment, de savoir ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, d'autant plus que lui-même, déjà, si on se fie simplement à ce qu'il dit, il dit des choses parfois un peu contradictoires. Au début de la guerre, il avait dit que l'objectif principal, il était double, c'était éliminer toute possibilité que l'Iran accède à l'arme nucléaire et favoriser un changement de régime en comptant sur le fait que la population iranienne allait se soulever, il les a même explicitement appelés à se soulever dans le sillage des bombes israélo-américaines, ce qui ne s'est pas produit. Et à partir de là, je pense qu'il a été pris au dépourvu parce que ça ne s'est pas passé comme non seulement il l'avait imaginé, mais comme il avait demandé que ça se fasse. Donc c'était aussi d'autant plus humiliant pour lui qu'il avait donné le mode d'emploi et que ce mode d'emploi, les Iraniens, pour des raisons qu'il faudrait poser à ma voisine, mais n'ont pas souhaité, n'ont pas désiré le suivre. Cette affaire Ahmadinejad mérite quand même qu'on s'y arrête. C'est absolument surréaliste. Ça témoigne du cynisme absolu des politiques américaines et israéliennes. Au début, j'ai pas voulu y croire, mais ça n'a pas été confirmé, bien évidemment, par l'administration américaine. C'est une enquête quand même de 4 journalistes sérieux, dont Ronan Bergman, qui a des entrées au sein des renseignements israéliens, une journaliste iranienne, un journaliste américain, qui se recoupent. C'était l'idée de remettre au pouvoir Ahmadinejad avec un groupe de Kurdes, 20 000 combattants kurdes qui franchiraient la frontière irakienne pour créer une sorte de soulèvement. Et quand même, quand on prétend avoir déclenché cette guerre pour protéger Israël, remettre au pouvoir un antisémite décomplexé, un négationniste qui organisait des conférences internationales des révisionnistes, qui disait ouvertement vouloir rayer Israël de la carte, celui qui a réprimé, qui a d'abord truqué les élections de 2009 et ensuite réprimé brutalement, ce serait quand même le sommet. On a vu beaucoup d'absurdités géopolitiques, mais rarement le cynisme aura été poussé aussi loin. Florian Louis, juste sur ce que vient de dire Donald Trump sur son réseau Social Truth, il dit le temps joue en notre faveur. Est-ce qu'il bluffe? Pas vraiment. Alors, évidemment, on vient quand même de dresser le tableau très sombre de l'économie iranienne. On a un régime qui a quand même reçu des coups terribles. Mais justement, c'est un régime et un pays qui est habitué depuis longtemps à vivre dans les sanctions, à vivre dans des conditions économiques et sociales très difficiles. De l'autre côté, aux États-Unis, bien sûr, il est aussi pressé par l'augmentation des prix des carburants, par l'approche de la Coupe du Monde, de la commémoration des 250 ans de la Révolution, et puis ensuite de l'indépendance, et ensuite par les élections de mi-terme. Donc, évidemment, les enjeux ne sont pas aussi grands d'un côté. En Iran, on parle de questions de vie ou de mort, de gens qui ne sont pas sûrs de pouvoir remplir leur assiette à la fin du mois. Aux États-Unis, il s'agit de savoir si on fera bien la fête pour une Coupe du Monde de foot. Mais il n'empêche que... il n'est pas sûr que dans une société où il y a des élections, aux États-Unis, des vraies élections, du moins l'espère-t-on, contrairement à l'Iran où c'est parfois un peu plus compliqué, eh bien, il est quand même tenu par ces échéances qui se rapprochent à grands pas avec des élections qui s'annoncent très difficiles pour lui. Est-ce que le régime a accentué la répression depuis le début de l'offensive israélo-américaine? Absolument. C'est ce que disent toutes les ONG, mais vous, encore une fois, les gens témoignent directement. On est aujourd'hui au 85e jour de blackout Internet. Ce blackout Internet... moi, j'ai parlé à plusieurs journalistes qui ne savaient pas que c'était toujours coupé. C'est-à-dire, on n'en parle tellement plus de la société civile iranienne qu'on n'arrive même plus à imaginer qu'en fait, ça fait 85 jours qu'ils vivent sans Internet. Et ça a 3 conséquences immenses, majeures, parmi beaucoup d'autres. Mais déjà, économiquement,
Internet, en fait, était utilisé par une immense partie de la population civile iranienne, notamment les femmes, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, puisqu'elles ont lancé, dans cette crise économique qui date pas d'hier, qui date déjà depuis plusieurs années, elles lançaient des services en ligne, des produits et des services qu'elles vendaient en ligne qu'elles ne peuvent plus, donc elles peuvent plus exercer. Et puis, évidemment, c'est aussi la documentation de ce qui se passe, puisque si on veut quand même mettre fin à l'impunité de ce régime, on rappelle quand même les 8 et les 9 janvier 2026, des massacres ont été perpétrés, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont été tués par des armes de guerre à l'intérieur de plusieurs villes en Iran, et on n'en parle plus puisque la guerre est arrivée tout de suite après. Et le régime a mis en place une application pour permettre aux Iraniens de communiquer, mais pour les espionner en même temps. Exactement. C'est ce que vous dites. Exactement. C'est quoi cette application exactement? C'est une application qui s'appelle Baaleh, qui veut dire oui, et qui est donc aux mains des gardiens de la révolution islamique. Donc il faut quand même prendre conscience que cette guerre n'est pas qu'une guerre des armes à feu, c'est une guerre de l'information aussi, c'est une guerre qui atteint nos rues ici. On voit des drapeaux de la République islamique quand même dans certaines manifestations dans les rues parisiennes. Propagande, contre-information, narratif. De la contre-information qui vise évidemment l'impérialisme des puissants, et on adore ce narratif, on adore le narratif du faible qui a résisté aux puissants. Je lisais aujourd'hui dans Le Figaro Philippe Gély qui comparait l'Ukraine contre la Russie et l'Iran contre les États-Unis. Mais il y a quand même une différence fondamentale. Si on veut parler de l'Ukraine, j'y étais il y a une semaine. Quand on marche dans les rues de l'Ukraine et qu'on voit ces soldats qui sortent de leur poste, on voit aussi les regards de la population ukrainienne, ces regards qui sont pleins de reconnaissance, ces regards qui sont pleins d'admiration et qui s'accrochent à la présence de ces soldats qui défendent leur territoire, qui défendent la nation ukrainienne. En Iran, vous voulez dire ? En Iran, quand on voit ces soldats qui sont aussi censés défendre le territoire iranien, eh bien, ce sont aussi nos ennemis. Ce sont aussi ceux qui peuvent nous arrêter, qui peuvent nous torturer, qui peuvent nous exécuter. Donc, il y a quand même une différence fondamentale. Et cette société civile iranienne est notre alliée, et aujourd'hui, elle est complètement oubliée. Alors, Karim Emile Bitar, il y a le ministre de l'Armée, le maréchal Hassim Mounir, qui est arrivé en Chine aujourd'hui, du Pakistan. Pourquoi est-ce que cet homme est devenu un médiateur principal, incontournable ? Les Iraniens avaient besoin, en cas de concession, de pouvoir faire ces concessions à un grand pays musulman plutôt que de les faire directement aux États-Unis. Et les élites pakistanaises actuelles sont quand même très proches des États-Unis. De surcroît, c'est un homme proche des services de renseignement de plusieurs pays de la région, l'Égypte, le Qatar, le Sultanat d'Oman. Donc il y a toute une coalition de pays qui se sont mobilisés pour tenter d'arriver à une désescalade. Sur l'anti-impérialisme, ce qui a été dit est important. La bonne nouvelle, c'est que ce discours ne passe plus dans le monde arabe parce que les Syriens, les Libanais, les autres ont été vaccinés. Ils ont vu que l'Iran, qui se présente depuis 1979 comme le porte-voix des défavorisés, a pratiqué en Syrie et au Liban et ailleurs des politiques qu'on peut qualifier d'impériales, notamment lorsqu'ils se sont engagés dans la défense de Bachar el-Assad, dans la répression du peuple syrien et en soutenant leurs différents alliés régionaux. Oui, donc pas le soutien des damnés de la terre, comme ils essaient de le faire croire. Et le Pakistan, justement, on en parle, qui fait office de médiateur, insiste aussi sur le rôle de la Chine. Écoutez le Premier ministre pakistanais. Lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. President Xi Jinping's 4-point agenda we fully endorse. Florian Louis, on imaginait la Chine très discrète. En fait, en coulisses, elle joue vraiment un rôle actuellement ? Je ne suis pas sûr qu'elle ait un rôle déterminant dans les négociations en cours. Au contraire, on a là peut-être un moyen d'essayer de s'y raccrocher parce qu'il faut voir qu'on va peut-être vers un accord qui rappellera celui qui avait été conclu en 2015 à Vienne. Sauf que justement, celui de Vienne, autour de la table, il y avait les États-Unis, mais aussi les Chinois et d'autres pays, dont la France. Là, on est vraiment dans un face-à-face, même s'il y a des pays médiateurs. Et je pense que la Chine essaie aussi de montrer qu'elle tient à garder et même à augmenter sa place à la table des grands de ce monde. Karim Emile Bitar, ces 3 mois de conflit ont provoqué une fracture incontestable dans les pays du Golfe. Et on se retrouve désormais avec 2 camps, l'Arabie Saoudite d'un côté et les Émirats Arabes Unis de l'autre. Que se passe-t-il entre ces 2 pays ? Les Émirats Arabes Unis, depuis déjà une dizaine d'années, se sont énormément rapprochés d'Israël. Une coopération militaire, économique, technologique. Ils avaient signé les accords d'Abraham. L'Arabie Saoudite, parce qu'elle a une population beaucoup plus conséquente, est contrainte de prendre en considération l'opinion publique dans le monde arabe. Quand bien même ce serait une monarchie absolue, il y a une opinion qui s'exprime sur
sur Twitter ou ailleurs. Et cette opinion est très défavorable à la normalisation avec Israël tant que les droits nationaux du peuple palestinien n'auront pas été reconnus. Une dernière question, une avant-dernière question, vous évoquiez une reconfiguration du Moyen-Orient. Précisément, Donald Trump a appelé aujourd'hui l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Pakistan à signer les accords d'Abraham pour une normalisation entre ces pays et l'État d'Israël. Ça rentre dans le cadre de cette future reconfiguration? Dans les rêves, en tout cas, de Donald Trump, mais ça montre surtout un mélange des genres, c'est-à-dire qu'il prétend signer en 2 jours un accord qui va régler la question nucléaire, la question balistique, la guerre avec Israël, les accords d'Abraham qui vont être étendus à 4 pays, donc tout ça n'est pas sérieux. C'est typique de Donald Trump, on veut faire des paix partout pour pouvoir candidater et au prix reprendre la Nobel main de la diplomatiquement paix. alors qu'il a perdu militairement. C'est pas sérieux parce qu'en fait, même si tout ça est signé, il faudra ensuite des mois de négociations dont on ne sait pas trop à quoi ils aboutiraient. Aïda Tavakoli, vous croyez encore à la perspective, à la possibilité d'un soulèvement en Iran où actuellement c'est plutôt le découragement qui prévaut? Écoutez, y croire ne sert à rien. Il faut mettre en place les mesures qui permettront à cette société civile iranienne d'exercer son droit à l'autodétermination. Et pour ça, on a des obligations. On a des obligations en droit international, de responsabilité de protéger, de documentation, d'assistance technologique, humanitaire, financière à cette population civile iranienne qui aujourd'hui, on l'a dit, est sous un blackout, est étranglée économiquement et ne peut pas exercer aujourd'hui, ne peut pas se structurer. On demandait tout à l'heure pourquoi elle ne s'est pas soulevée. Comment est-ce qu'on s'organise quand on ne peut pas communiquer les uns avec les autres, quand on ne sait pas où est-ce qu'on est, où est-ce que les bombes vont frapper, quand on n'a pas de communication ni avec l'extérieur, ni même avec les groupes avec lesquels on travaille à l'intérieur. Donc cette assistance technologique est la mesure fondamentale et la plus urgente à prendre aujourd'hui. Et ensuite, il faut entamer un dialogue avec l'opposition iranienne, puisque même à l'intérieur du régime, les fractures... Elle existe, cette opposition iranienne interne? Elle existe, bien sûr, elle existe. Diasporique. Et cette opposition, bien sûr, elle existe. Et puis surtout, les fractures à l'intérieur du régime aussi existent. C'est-à-dire qu'un dialogue concret avec cette opposition iranienne, une perspective de transition démocratique, l'assistance à la société civile iranienne peut engendrer des défections. Les régimes totalitaires tels que le régime islamique s'écroulent de l'intérieur à condition que les moyens y soient. Quand on vous écoute, on y croit. En tout cas, merci d'être venu témoigner, nous raconter de l'intérieur ce qui se passe là-bas. Et merci à tous les deux. Et merci donc à tous les trois d'être venus débattre. On va rester dans l'actualité vue par Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. 9 départements en alerte orange canicule car un dôme de chaleur est vissé, au-dessus de la métropole. Et à Barcelone, en Espagne, il y a un platane tous les 8 mètres et leurs feuilles tremblent car la municipalité veut les couper. Avant cela, le mot vedette du jour, en fait, c'est un acronyme, NEET, N-E-E-T, qui désigne une nouvelle catégorie de jeunes Français qui vivent dans les limbes de la société. C'est entendu. Avez-vous déjà entendu parler des NEET? Pourquoi ces jeunes sont en situation de NEET? La situation des NEET. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. NEET, acronyme anglais formellement introduit dans le vocabulaire politique britannique en juillet 1999, traduisible par ni en études, ni en emploi, ni en formation, désigne une catégorie de terriens de 15 à 29 ans qui ne suit aucun apprentissage ni n'a de travail. Début 2026, l'INSEE a comptabilisé 1,5 million de NEET français. Sans diplôme, diplômé de l'enseignement pro, du supérieur, simple bachelier ou mère sans travail, les NEET comptent pour 13% des 15-29 ans de France, 8,5% en Allemagne. Ils se trouvent dans un interzone social, synonyme d'isolement ou de solitude, de problèmes de santé mentale et de précarité économique. Le 5 mai, le ministre concerné a expliqué que le temps moyen d'insertion de nos jeunes dans le monde professionnel est plus long que chez nos voisins. Un spécialiste précise, la lenteur de leur insertion n'est pas un choix, mais une conséquence des inégalités qui pèsent plus lourd que les diplômes et d'une méfiance structurelle envers eux. En 1986, le gouvernement de fer, de la Dame de Fer, fait voter le Social Security Act, qui retire aux jeunes le droit à un revenu de soutien en échange d'une formation. Pour mesurer leur vulnérabilité sur le marché du travail, les chercheurs utilisent alors le terme « status zero », remplacé plus tard par le moins stigmatisant « NEET ». Pour fournir de l'huile de coude au secteur qui en manque, le gouvernement français prévoit de recruter prioritairement des NEET. Et pour éviter de grossir leur rang à l'avenir, il offre un CERSCOR, l'équivalent d'un Nutri-Score des formations qui en mesure les débouchés. Parce que trop de NEET, c'est de la nitro.
C'est net. Merci Thibault Nolte, Marie Bonisso, Xavier Maudit. L'heure de vos chroniques est arrivée. Chouette. Un épisode de chaleur extrêmement précoce, remarquable, en tout cas d'un point de vue des climatologues et des météorologues. 13 départements de l'ouest de la France en vigilance jaune canicule, 8 en vigilance orange. Et vous nous conseillez vivement la crème solaire, évidemment. Minimum 50. Couche épaisse, oui, ouais. évidemment. Écran total. 26 novembre 1770, Elisabeth l'avant-coureur. C'est une feuille hebdomadaire, vous savez, qui présente les nouvelles, annonce la crème solaire. D'ailleurs, c'est une des premières mentions, sinon la première mention de cette association de crème et de solaire. Ce genre de publication, en réalité, c'est de la publicité. Et là, c'est celle d'un certain Sieur Desparot, un homme qui se présente ni comme apothicaire, ni comme médecin. Il est installé à Paris et il présente un spécifique, nous on dirait aujourd'hui, une sorte de médicament. Il présente une crème solaire pour réparer la peau endommagée par le mauvais blanc. Le blanc, c'est ce qu'on mettait plein la face, histoire de ressembler justement à une face de porcelaine. Alors parfois, c'était toxique, hein, il y avait du plomb. Cette crème peut même blanchir la peau. Vous savez, on est à un moment où le teint blanc est prisé des aristocrates, des bourgeois, parce que la peau tannée, hâlée, bronzée, c'est celle des paysans, des paysannes dans leurs champs, c'est celle des marins en mer. C'est-à-dire que s'afficher avec un teint blanc, ça veut dire, regardez, moi, je suis pas obligé de travailler. Et cette crème solaire-là, elle est vraiment formidable, elle enlève les rousseurs, elle enlève même les rides, elle est absolument exceptionnelle. Alors, cette crème est solaire parce que elle donne un teint très lumineux, vous voyez, qui éblouit comme la lumière du soleil. C'est du botox, c'est pas une crème solaire. On est loin de la crème solaire avec votre truc, Xavier Mauduit. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les crèmes solaires telles qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, les crèmes solaires d'aujourd'hui sont nées d'un double processus. Il n'y a pas eu besoin de scientifiques pour savoir que le soleil, ça chauffait. Non, ces processus sont scientifiques et économiques et sociaux. Scientifiques déjà parce que c'est au tout début du 19e siècle, vous avez un physicien allemand, Johann Ritter, qui, dans le spectre solaire, identifie la couleur qui est la plus oxydante, c'est le violet, d'où les ultraviolets. Ça y est, nous avons les UV. Et économique et social, parce que c'est l'industrialisation. Et à ce moment-là, les gens qui ont le teint pâle, blafard, ce sont les ouvriers, les ouvrières enfermés dans les usines, ce sont les mineurs au fond des mines. Et par effet de distinction sociale, l'élite s'affiche, alors bronzée, c'est un lent processus, mais en tout cas, au début du XXe siècle, c'est clairement ça, s'afficher bronzé, ça veut dire que, regardez, moi j'ai du temps à consacrer aux loisirs. Mais pourtant, les effets du soleil n'ont pas changé comme une évidence, c'est-à-dire que ça brûle toujours, on peut avoir des coups de soleil. Et là, la cosmétique s'empare de la question en créant, dans les années 1920, les premiers prototypes de protection solaire, mais à destination de l'élite, et très vite ça se généralise, en même temps que les loisirs se généralisent. Dans le cas de la France, il y a 90 ans, en 1936, c'était le Front populaire et les congés payés, bien sûr. Alors le soleil brille pour tout le monde, mais qu'il soit utilisé comme un phénomène de distinction sociale, là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Bien sûr, pas l'ombre d'un doute, cher Xavier. Bon, Marie, la municipalité de Barcelone a déclaré, non mais je peux pas le croire, la guerre aux platanes. Oui, c'est fini, c'est vrai. L'histoire. Ben oui, c'est vrai, c'est l'histoire d'une disgrâce, la fin d'un long règne qui est racontée par le correspondant à Barcelone du journal Le Monde. La fin des platanes. Donc platane, ça se dit en catalan. J'aime bien cette langue. Oui, j'arrive à la prononcer. Dans une décennie, normalement, si la mairie fait ce qu'elle dit, la moitié des 44 000 platanes barcelonais aura disparu. Alors non, on ne va pas les tronçonner comme ça à sec sauvagement, a rassuré l'urbaniste en chef. Il explique qu'on va juste pas les replanter quand ils meurent. Donc ça va être progressif, étalé sur une décennie. L'idée de fond, c'est de diversifier peu à peu les espèces d'arbres en ville. Un peu de ça, un peu de ci, un peu d'autre chose, et pas 25% de platane, un quart de platane, comme c'est le cas actuellement. Pourquoi il y en a autant ? C'est un héritage de l'urbanisme du 19e siècle qui veut aérer, nettoyer, rationaliser la ville. Le baron Haussmann à Paris. Île-de-France-Cerda, qui va découper Barcelone en damier et qui va décréter qu'il faut un platane tous les 8 mètres. C'est très précis. Pourquoi on l'adore, cet arbre ? C'est un warrior, il grandit vite, il résiste à tout, à la pollution, au stress hydrique, il fait plein d'ombre, il a des grosses feuilles qui sont faciles à ramasser. Et puis, il est très rigolo, le platane, avec ses fruits poilus, on en met dans le dos et ça gratte, hi ho ho. Alors, ce qui était un jeu d'enfant à la récré ne fait plus du tout rire les adultes d'aujourd'hui. Le 23 avril dernier, ces platanes ont gâché la Sant Jordi, la Saint-Georges, patron de la Catalogne. Ce jour-là, il y avait plein de bourrasques, ça a fait voler des poils dans les yeux, dans la gorge de tous les habitants.
qui était descendu comme le veut la tradition, acheter des livres et des roses de la Saint-Georges. Ça a gêné tout le monde, pas seulement les gens qui sont allergiques au pollen. Et ces allergiques au pollen, eux, sont de plus en plus nombreux depuis quelques années. L'allergie est un problème de riches, nous explique un allergologue dans cet article du Monde. Pourquoi ? Parce que les maladies infectieuses reculent dans les pays occidentaux. Donc notre système immunitaire est plus disponible pour détecter les éléments allergènes. Alors qu'ailleurs dans le monde, on est occupé à combattre les infections. Ça, plus le fait que diversifier les arbres en ville, ça permet plus de résilience. S'il y a un parasite, s'il y a une maladie sur une espèce, on ne perd pas tous les espaces verts d'un coup. Ça fait beaucoup d'arguments contre ces platanes. Adeu platans. Adieu le platane. Parfait. J'ai essayé. Merci Maria. Bon ben voilà, écoutez, on pleurera les platanes et leurs petits guigui. On se retrouve demain ici même à 20h05. Tchuss.